un petit schéma articulé autour de 2 points. Le premier point aborde les causes du caractère structurel de la violence dans l'histoire du Togo depuis 1958. Le second point, des essais de solutions. Qu'est-ce qu'il faut y apporter? Et ensuite, disons, les perspectives. Ce sont là, évidemment, une vision de l'avenir de notre pays compte tenu de son passé. Alors, je vais aller très vite, mais je pense que tout à l'heure, dans les débats, une fois que mon introduction aura été faite, que des questions nous seront posées et que nous pourrions alors débattre ou aller plus à fond dans les explications. Alors, à partir de quelle position je parle? Et je suis enseignant de métier, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend, qui cherche à comprendre et qui cherche à transmettre. Mais comprendre, apprendre, comprendre, transmettre veut dire aussi que vous voulez participer, disons, au processus de transformation de la société dans laquelle vous vivez. Donc, les enseignants sont aussi des hommes d'action. Mais quel type d'enseignement ai-je fait? Je crois qu'il faut que je le précise en raison justement de la diversité des compétences qui sont ici réunies. Je suis socio-économiste de formation. Et quel est l'objet de la socio-économie? La socio-économie, c'est l'étude des conditions historiques et structurelles des lois économiques. Donc, étude des conditions historiques et structurelles des lois économiques. Donc, la socio-économie est plus vaste que l'économie, mais avec pour, disons, finalité ou pour objectif de donner plus de sens à l'économie, parce que selon la période historique, selon le milieu dans lequel vous êtes, si vous êtes dans un pays africain au XVe siècle, au XIXe siècle, les lois économiques n'ont pas la même signification, et du point de vue de l'action publique, la socio-économie a pour objectif de donner plus d'efficacité à l'action. Donc, un sens global et plus d'efficacité. Alors, tout à l'heure, si vous avez des questions de type juridique, je ne pourrais pas y répondre parce que ce n'est pas ma spécialité. Donc, parmi nous, heureusement, il y a un juriste. Donc, s'il y a d'autres questions plus pointues, je pense que, bon, dans la salle, ou peut-être parmi vous-même, ou peut-être plus tard, parce qu'on n'épuise jamais une question aussi importante et aussi complexe que le rôle de la violence dans un pays comme le nôtre de 1958 à 1960, jusqu'en 2020. Alors, la première cause, ou toutes les causes que j'ai indiquées ici, que vous avez, je vais les reprendre assez rapidement. J'en ai identifié 4. Je parle d'un passé colonial mal soldé. Comme premier point. Le deuxième point porte sur les interférences des intérêts étrangers dans le jeu politique national, passé colonial mal soldé, interférence des intérêts étrangers. Troisième point, les modifications de l'environnement géopolitique depuis 1958. Et le quatrième point, qui est un point beaucoup plus sensible, mais que les gens n'arrivent pas ou ne veuillent pas le plus souvent aborder, c'est les traumatismes psychologiques et la nature des régimes politiques.
qui m'a souvent préoccupé. Parce que je pense que, au-delà de l'histoire, l'histoire, ce sont les hommes qui font l'histoire. Les marxistes-léninistes vous diront, ce sont les masses qui font l'histoire, mais les hommes aussi font l'histoire. Mais les hommes font l'histoire avec leur vision du monde, leur système de représentation, les moyens intellectuels et matériels qu'ils ont à leur disposition. Mais les hommes font l'histoire aussi avec leur traumatisme. Et il est certain que dans certaines analyses, par exemple, on fasse appel à des phénomènes psychologiques ou même de type psychanalytique pour expliquer le comportement des dirigeants politiques. Je voudrais pour ma part ici, sans aucune, disons, esprit de stigmatisation, me livrer à, comment dirais-je, à des hypothèses hasardeuses. Je dis bien à des hypothèses hasardeuses, mais qui permettent aussi de donner un autre éclairage à la gestion de la chose publique dans notre pays. Alors, pour ce qui concerne le premier point, le passé colonial mal soldé, si nous mettons en perspective le caractère structurel de la violence dans notre pays, nous pouvons dire que cela remonte à l'époque coloniale. Je vais aller par des raccourcis, je ne vais pas développer tout le processus que nous avons connu, mais je dirais tout simplement que la colonisation, c'est de la violence. La violence, la colonisation. Quand par exemple vous êtes chez vous et que d'autres pays, d'autres puissances interviennent sous le couvert d'échanges commerciaux, de faire du commerce avec vous et qui vous imposent leur pouvoir. Non seulement ils vous imposent leur langue, ils vous imposent leur façon de penser, ils vous imposent aussi votre façon, leur façon de vous habiller. Et quand ils trouvent que vous ne vous adaptez pas à leur façon de penser, de vous habiller et de tout le reste, ben, ils pensent que vous êtes des sauvages. Et il y a un auteur assez célèbre qui disait que la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui est fondée sur l'exclusion de l'autre. Depuis les Romains, quand un Romain dit c'est un barbare c'est un étranger. Et donc, dans cette opération, quand on rencontre une autre culture et que l'on ne retrouve pas dans cette culture les éléments constitutifs de sa propre culture, ben, on se dit ces autres-là, c'est des sauvages, c'est des barbares, ben, ils n'ont pas, disons, les mêmes qualités humaines que nous, et donc nous pouvons les soumettre à tout ce que nous voulons. Et c'est un peu le fondement philosophique ou culturel de la violence. Alors, les Allemands ont été les premiers colonisateurs au Togo. Ils sont restés 30 ans, disons de 1884 à 1914, puisque pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient déjà défaits ici, et donc, bon, ils avaient commencé à signer avec les Alliés des accords avant même que l'Allemagne ne soit définitivement vaincue. Mais je rappelle qu'il a fallu à l'Allemagne, sur 30 ans de présence effective au Togo, 18 années pour venir à bout des résistances des populations togolaises. Les Kokomba, les Bassa, les Kabiens, les Kotokoli, les Évé, les Guins, toutes les aires culturelles, tous les peuples togolais ont exprimé leur refus de la colonisation allemande, et les Allemands ont usé de la violence pour les contraindre à accepter leur pouvoir. Et vous savez tous que dès le départ, quand par exemple Nachtigal
est arrivé sur les côtes, bon, sous prétexte qu'il allait au Cameroun et que, bon, on l'a appelé. Certains commerçants, disons ici, l'ont appelé pour venir intimider un peu Lawson en Europe parce que Lawson ne voulait pas accepter, disons, le protectorat des Allemands. Mais, en fait, entre les pays européens eux-mêmes, Bismarck, en Allemagne, les Français, il y avait une rivalité. C'est ce qu'ils appelaient la liberté de commerce dans le bassin du Congo, mais par extrapolation. C'était une rivalité pour trouver des débouchés. Nous étions, nous n'oublions pas, au XIXe siècle, à l'époque justement de la révolution industrielle et de l'apparition des monopoles à partir de 1890. Et donc, les pays développés européens cherchaient des débouchés pour leurs matières premières, donc trouver des matières premières et aussi trouver des marchés vers lesquels ils pouvaient écouler leurs produits. Mais ce qu'on ne nous enseigne pas dans les universités, on ne nous enseigne pas, on nous enseigne les lois de l'économie capitaliste. Mais on ne nous dit pas que sans la violence, l'économie capitaliste ne peut pas fonctionner. Le travailleur qui signe un contrat avec son patron dans l'entreprise, le contrat c'est quoi? J'achète la force de travail et je vous donne un salaire. Mais est-ce que le salaire que je donne à l'ouvrier lui permet véritablement de reproduire la force de travail? Quand je vais travailler, si je suis mal payé, si je ne peux pas avoir les calories nécessaires pour reconstituer la force physique, donc au cours de l'évolution du système capitaliste, bon, bien sûr, les ouvriers se sont rebellés. Il y a eu des révoltes, au cours desquelles, par exemple, au XIXe siècle à Lyon, la révolte des canuts, où les ouvriers ont détruit les outils de travail, tout simplement parce qu'ils estiment que c'était les outils de leur servitude. Donc, dans le processus de développement à l'échelle mondiale, les systèmes économiques, aussi bien capitalistes que de type socialiste ou communiste, sont fondés sur la violence et un peu sur l'asservissement de l'homme. Mais, Dieu merci, les luttes aidant, les choses ont évolué. Bien, alors, mais pour ce qui concerne le Togo, après le départ des Allemands, en 1919, et j'aimerais insister un peu sur ce point, nous sommes dans un cycle de 100 ans au Togo. 1919, c'est le premier partage du Togo entre la France et la Grande-Bretagne. 1969, c'est la création du Rassemblement du peuple togolais. De 69, ça fait 50 ans, donc 1969. De 69 à 2019, ça fait 50 ans. Et 2019, bon, bref, nous sommes dans un autre cycle de 50 ans. Donc, ça fait 100 ans. Et le partage définitif du Togo a eu lieu en 1920. Nous sommes en 2020. Alors, ma première affirmation, c'est que ça fait 100 ans que le peuple togolais souffre. Sous la botte des Français. Nous n'allons pas rappeler la lutte anticoloniale. Vous êtes pour la plupart assez jeunes. Moi, je suis né en 1942. Donc, au moment de l'indépendance, j'avais 18 ans. Et donc, nous avions vécu les exactions de l'époque coloniale. Comme témoins, mais aussi comme des enfants de parents qui eux-mêmes ont souffert de cette période. Et par un heureux hasard, nos trajectoires intellectuelles et professionnelles nous ont permis par la suite de faire des études, de visiter cette période de l'histoire de notre pays et d'apprendre beaucoup de choses que nous ne savions pas quand nous étions sur les bancs du collège ou de l'université. Alors, de 1919 jusqu'en 1958, les Togolais n'ont pas laissé la France faire ce qu'elle veut. Au départ, quand il y a eu le partage, une partie des Togolais a estimé que pour des raisons commerciales, il était préférable que le Togo, puisque les EV étaient divisés,
les concombres étaient divisés, les bassins étaient divisés, il y a eu le partage donc de façon chirurgicale. On n'a pas tenu compte des aires culturelles. Donc, qui préférait, c'était le mouvement élevé, bon, dont nous n'allons pas étudier les différentes péripéties, mais ils avaient pris position contre la France, de façon très nette. Alors, parmi ceux qui ont pris contact, ont pris position contre la France, il y avait beaucoup de notables de l'époque, mais l'un des notables emblématiques, c'est Octaviano Olimpio, l'oncle, le grand-oncle de Sylvanus Olympio. Parmi ces gens, il y avait le pasteur Akou, il y avait Amekoudji, il y avait d'autres notaires de la ville de Lomé, Palimé, et donc qui avaient pris position contre la France, et qui ont commencé tout de suite à envoyer des pétitions aux Nations Unies pour dénoncer l'administration coloniale française, en disant « Nous ne sommes pas d'accord, il y a trop d'impôts, et que ça nous étouffe, nous ne sommes pas d'accord sur l'administration coloniale française. » Bien évidemment, dans le cas d'espèce, la France a pris ça comme, comment dirais-je, une agression. Et donc, comme ça vient d'une partie des Togolais, située dans une région, localisée dans une région géographique du Togo, et correspondant, si vous voulez, par un heureux hasard à un groupe ethnique, les Évés, la France a considéré dès le départ que les Évés, les Afro-Brésiliens, étaient leurs ennemis.